Très bien. Bonjour à tous, merci à ceux qui sont arrivés entre-temps. Merci d'être là. On est très heureux de vous accueillir pour ce webinaire proposé par ADN. Donc ce webinaire fait suite à une série de webinaires que nous avons déjà fait sur les problématiques d'agilité, de tests automatisés, de conformité continue dans le cloud, etc. Donc, je suis Gaël Caron, donc je suis responsable du pôle agilité chez ADN et je suis accompagné aujourd'hui par Adam Bouastine, qui est ingénieur en informatique et Bonjour à tous. ouais, bonjour Adam, et qui va vous faire l'intégralité quasiment de ce webinaire. Merci à tous d'être là. On est très heureux de voir que certains d'entre vous suivent régulièrement nos webinaires, donc on espère qu'on vous apporte des informations intéressantes. Aujourd'hui, il va s'agir d'un webinaire qui sera probablement un peu plus technique que ceux qu'on a pu proposer auparavant. L'idée étant de discuter et de vous présenter un petit peu le fonctionnement des chaînes DevOps et des tests automatisés avec une double idée en fait. Une première idée qui est que peut-être dans votre société, vous tournez dans le dispositif médical par exemple, ou même dans la pharma, vers la mise en place de ce type de technologie pour votre développement logiciel et le développement logiciel du coup en contexte régulé, GXP ou dispositif médical. Ça peut être une première cible. La deuxième cible, ça peut être aussi le fait, et ça c'est très important, de bien comprendre en fait que à ce jour, vos fournisseurs logiciels, donc les gens qui vous fournissent des logiciels à la fois dans le cloud, en SaaS ou même du logiciel que vous installez sur vos propres machines, pour la plupart d'entre eux fonctionnent de cette manière-là, avec du DevOps, des tests automatisés notamment. Et donc, et on verra pourquoi, passent leur temps à faire des releases, des nouvelles versions. Et donc, d'un point de vue de la qualité, il s'agit de bien comprendre la manière dont ils fonctionnent pour arriver à comprendre de la manière dont nous, en tant que responsable qualité, ou vous, vous allez vous positionner par rapport à ces chaînes de déploiement pour qualifier vos outils et maintenir vos outils en état qualifié. Donc aujourd'hui, on a 1 heure, il ne sera pas beaucoup question de la façon dont on qualifie ces outils, ce sera vraiment très technique sur la façon dont ça fonctionne du côté du développement et du déploiement, mais c'est un élément essentiel pour bien comprendre la façon dont par la suite on va aborder la qualification de ces outils-là. Donc à partir de maintenant, voilà, donc si vous voulez poser des questions, vous avez du coup le chatter. Si vous souhaitez lever la main, vous pouvez aussi le faire et on vous donnera la parole. Et puis enfin, on vous posera probablement des petites questions sur la forme de sondage. Et je vais laisser la main à Adam Bouastine pour attaquer dans le vif du sujet. Et je vous remercie à tous une fois de plus d'être là. C'est parti. Donc, bonjour à tous. Voici comment va se passer ce webinaire aujourd'hui. Je suis absolument désolé pour le bruit de fond qu'il y a derrière moi. Donc tout d'abord, nous allons commencer par un rapide historique de DevOps. Donc on va faire une petite introduction pour rappeler comment ça se passait avant qu'il y ait la méthodologie DevOps. Ensuite, nous allons présenter ce que c'est DevOps, donc les principes majeurs de DevOps plus les outils principaux de DevOps. Ensuite, nous ferons une petite partie de présentation de tests avec une présentation d'un test automatisé. Enfin, nous aurons un exemple de projet qui va reprendre toute la méthodologie DevOps, donc tous les principes majeurs du DevOps, plus les tests automatisés. Et nous finirons par petites offres d'ADN. Je vais vous faire un petit historique de DevOps, donc comment ça se passe avant DevOps. Je vais vous le faire sous forme d'histoire, si vous le voulez bien. Je vous présente Michel. Michel travaille pour une entreprise dont le succès dépend de sa capacité à proposer des produits nouveaux et performants à ses clients en ligne plus rapidement que ses concurrents.
Donc Michel, c'est un développeur qui est responsable de produire des nouveaux produits, de réaliser de nouvelles caractéristiques, de réaliser des mises à jour de sécurité et de corriger les bugs. Mais malheureusement, Michel, il doit attendre des semaines pour que son travail soit mis dans l'environnement de production. Donc ce retard, il va augmenter la pression pour rester compétitif par rapport à ses concurrents. Et de plus, ce retard, il va rendre très difficile pour Michel la gestion du code qui doit être mis en production et la gestion du code qu'il doit produire. Donc ça va rendre un peu Michel triste, car il doit jongler entre différents codes et il a l'impression que la partie opératoire de l'entreprise l'empêche de travailler correctement, l'empêche de travailler à son rythme. De plus, lorsque le code de Michel est finalement poussé en production, des erreurs de dépendance peuvent se produire et cela est dû au fait que l'environnement de production et l'environnement de développement ne sont pas pareils. Donc maintenant, voici Anna, qui est la collègue de Michel. Elle est administrateur système dans la même compagnie. Elle est chargée de maintenir et d'assurer le bon fonctionnement de l'environnement de production. Donc le nombre de serveurs qu'elle doit administrer est en constante augmentation, car sa société continue de lancer de nouveaux produits et les clients consomment davantage de leurs services. Donc cette augmentation du nombre de serveurs, elle cause quelques difficultés à Anna, car les outils qu'elle a utilisés pour administrer quelques serveurs ne sont pas aussi efficaces lorsqu'ils sont utilisés pour administrer un volume beaucoup plus important de serveurs. Donc ce nouveau défi, il affecte la façon dont le nouveau code est déployé dans l'environnement de production. Donc habituellement, lorsqu'un nouveau code est publié, il faut un tout petit peu le masser pour qu'il s'intègre correctement à ce nouvel environnement, donc l'environnement de production. C'est pourquoi Anna, elle exige que les déploiements de code soient programmés et ne sont par exemple autorisés qu'une fois par mois. Et une fois que le nouveau code est effectivement déployé, Anna a la responsabilité de diagnostiquer toute erreur ou problème causé par ces changements. Donc du coup, parfois, elle a l'impression que les développeurs ont jeté le travail par-dessus le mur pour elle et toute son équipe. Donc, ce qui fait que la partie développement de l'entreprise a l'impression qu'elle est freinée par la partie opératoire de l'entreprise, et la partie opératoire de l'entreprise a l'impression que les développeurs lui donnent tout le sale boulot. Donc la question qui se pose, c'est comment aider Michel et Anna à travailler plus efficacement, car au fond, tous les deux veulent la même chose, ils veulent des clients satisfaits et la prospérité de l'entreprise. Donc on s'est dit, et si Michel et Anna travaillaient mieux ensemble, avaient des responsabilités partagées, avaient une pensée plus proche, et on voulait abattre la barrière entre les deux entités. Et donc c'est ça le DevOps, c'est d'abattre les barrières entre les deux entités. Donc là, on a une définition rapide du DevOps. Donc DevOps intègre les développeurs et les équipes d'exploitation afin d'améliorer la collaboration et la productivité en automatisant l'infrastructure, en automatisant les flux de travail, en mesurant en permanence les performances des applications. Donc à partir de cette définition, on va retrouver plusieurs principes. Donc tout d'abord, on va devoir adopter une nouvelle manière de coder. Donc avant, on codait avec des gros blocs qui prenaient plusieurs mois à se faire, qu'il fallait ensuite intégrer, puis tester, puis monitorer, puis déployer. Et là encore, ça prenait autant de temps à faire ces 4 étapes qu'à développer le code. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est faire vraiment des petits bouts de code, y aller étape par étape. Et donc du coup, les étapes d'intégration, de testing, de monitoring et de déploiement sont beaucoup plus rapides à faire que l'ancienne manière avec les gros blocs. Ensuite, en adoptant cette nouvelle manière de coder, on augmente la fréquence de déploiement, et en augmentant la fréquence de déploiement, on augmente la vitesse de déploiement. C'est-à-dire qu'il y a plus de déploiements vu qu'on déploie des plus petits codes. De plus, on veut faire en sorte que l'environnement de production et l'environnement de développement soient égaux. Dans la réalité des choses, ils ne sont pas vraiment encore égaux. C'est un environnement de validation qui va être égal à un environnement de production. Et on va d'abord tester sur l'environnement de validation avant de pousser le code sur l'environnement de production. Donc ensuite, on a des logiciels de gestion de version. Donc un logiciel de gestion de version, c'est un logiciel qui va prendre en compte tous les changements de code. Donc qui va suivre l'évolution des fichiers et garder les anciennes versions de chacun d'eux. Ensuite, c'est un logiciel collaboratif, c'est-à-dire qu'on peut travailler à plusieurs dessus. Et on peut savoir qui a effectué quoi, à quel moment, et pourquoi il a effectué ce changement. Donc deux logiciels connus sont GitHub et Bitbucket, qui utilisent tous les deux le workflow Git. Donc avant que je passe à cette slide-là,
j'ai un petit sondage. Je ne sais plus comment le faire. Gaël, si tu peux m'aider? Je vais le lancer, ouais. Alors, le sondage, hop. Est-ce que vous utilisez GitHub ou un équivalent dans votre entreprise? Donc un équivalent, ça peut être Bitbucket, ça peut être GitLab, ça peut être SVN. Il y en a plein, hein. Voilà, donc là, je suis en train de collecter les réponses. Donc, quasiment tout le monde a voté. Allez, voilà, merci. Donc, je vais fermer le sondage. Je vous remercie d'avoir participé et je vais partager les résultats. Donc, oui, un équivalent. Donc, finalement, un peu plus de 60% oui et 40% non. Merci beaucoup pour cette réponse qui est très intéressante pour nous. Je masque le sondage et on continue. Donc, je vais expliquer ce que c'est que le workflow Git. Donc, workflow Git se compose de 3 gros blocs. Donc, on a le remote repository qui est accessible à tout le monde, enfin à tout le monde, à tous ceux dont vous avez autorisé l'accès. Vous avez le working directory qui est votre dossier Windows. C'est là où vous allez travailler, c'est là où vous allez avoir tous vos fichiers. Et enfin, vous avez une étape intermédiaire entre les deux qui s'appelle le local repository qui va nous aider à bien aménager les différents changements qui vont se passer. Donc on a différentes opérations entre ces 3 gros blocs. Donc on a tout d'abord l'opération de pull, tout à gauche, qui est en gros un copier-coller du remote repository dans votre working directory. Vous allez vraiment copier tout ce qu'il y a dans le remote repository pour le mettre dans votre working directory. Ensuite, vous avez des opérations de fetch et de merge. Donc le fetch, ça va mettre tout ce qu'il y a dans votre remote repository, dans votre local repository. Et à partir de ces deux entités, Git va voir les différences qu'il y a et vous allez devoir effectuer un merge, donc une fusion de ces différentes différences. Donc un merge, ça peut être automatique si les différences ne sont pas dépendantes entre elles, ou ça peut nécessiter un petit aménagement de la personne si les différences sont dépendantes entre elles. Donc ensuite, on a les opérations de commit et de push. Donc un commit, ça va être quelque chose pour mettre votre code sur votre local repository avant de le pousser sur le remote repository. Et un commit, c'est là où vous allez devoir mettre une description et un titre de commit. Et ça, c'est vraiment très important de mettre une bonne description de commit. Moi-même, je le fais encore aujourd'hui. Je mets des noms de commits qui n'ont absolument aucun sens. Donc, par exemple, update 1, update 2, update 3. Après, quand vous allez revenir dessus, vous n'allez plus savoir à quoi correspondent ces commits et ça va être très dérangeant. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus. Il faut absolument être une bonne description de commits. Donc, on va se retrouver maintenant pour un petit Adam, est-ce exemple. que tu veux bien revenir juste une seconde sur le Oui, slide précédent? Juste pour préciser ici, c'est très important, les deux opérations qui sont les plus importantes, si on se place plutôt du point de vue de la qualité du contrôle, hein, ce sont les actions de commit, donc l'action qui permet du coup à un développeur de déclarer un changement, et son action de push qui, elle, va pousser le changement sur le répertoire distant, donc le répertoire partagé par tout le monde. Et ce sont ces opérations-là, dans les chaînes DevOps, souvent qu'on va chercher à contrôler plus ou moins selon les besoins, selon ce qui va se passer derrière dans la chaîne. Puisqu'en fait, finalement, le workflow Git, il gère le code et on va voir plus tard que c'est lui qui va prendre ce code et le faire passer par tout plein d'étapes. Donc ici, on est quand même dans un point focal si on veut prendre nos opérations DevOps, nos chaînes d'intégration et de déploiement et les mettre sous contrôle. Je te laisse continuer, Adam. donc on va faire une petite démonstration du fonctionnement de Git. Donc on va se retrouver sur GitHub. Donc je vais créer un repository sur GitHub. Donc le repository qui va être sur GitHub, c'est mon remote repository. C'est celui qui est accessible sur Internet, donc celui qui est accessible par tout le monde, enfin par tous ceux à qui j'autorise l'accès. Donc là, je vais faire une action de pull. Donc c'est mon action de copier-coller. Sauf que comme c'est la première fois que je le fais, ça s'appelle pas un pull, ça s'appelle un clone, mais c'est exactement la même opération.
là, je vais pull mon repository. Donc voilà. Donc là, j'ai mon repository qui est sur mon ordinateur, sauf qu'il est vide, bien évidemment. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à l'arborescence de mon repository et que je vais créer un nouveau fichier à l'intérieur de ce dossier qu'on va appeler fichier.txt, je crois. Tout à fait. Donc dans ce fichier, on va écrire une ligne toute simple. Donc je crois que je vais écrire ceci, ma première version. Donc je vais enregistrer le fichier et je vais le commit, puis le push sur mon remote repository. Donc là, on voit qu'il y a eu un changement dans mon répertoire, que j'ai ajouté un fichier.txt et que dans ce fichier.txt, il y a marqué ceci, ma première version. Donc là, je vais mettre une description à mon commit, avec une faute d'orthographe d'ailleurs. Donc je vais commit ce changement, et une fois que j'ai commit ce changement, il est sur mon local repository, et je vais push ce changement sur mon remote repository. Donc là, on voit que si j'actualise mon remote repository, il n'est pas encore pris en compte ce changement. Donc là, je vais push. Et donc du coup, sur mon remote repository, je vais retrouver mon fichier.txt avec ma ligne que j'ai écrite. Et donc du coup, si jamais je modifie ce fichier, donc je crois que je vais mettre ceci ma deuxième version, que je effectue à nouveau un commit et un push, là je commit et là je push. Je vais retrouver sur mon remote repository, donc sur mon repository qui est disponible sur GitHub, mon changement. Maintenant, c'est bien ma deuxième version qui est affichée. Et je peux voir l'historique de mes commits. Donc là, j'en ai que 2. Et donc, je peux voir les détails de chaque commit. Donc, je peux voir ce que mon commit a réalisé, donc ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a après. Ça me montre tous les changements qu'il y a eu avec ce commit. Donc voilà, donc ça c'est très important d'avoir un historique des changements sur votre commit, car ça vous montre ce qui a changé, ce qui a été ajouté, ce qui a été supprimé. Donc ça vous permet vraiment d'avoir une traçabilité de vos fichiers très importante. Donc ensuite, dans la méthodologie DevOps, on ne va plus essayer de fabriquer le soft et l'infrastructure de part et d'autre et d'ensuite de relier les deux. On va mettre les deux dans un même fichier qu'on appelle un fichier de configuration management. Donc ce fichier, il va nous permettre de spécifier les différentes spécificités d'infrastructures que l'on doit déployer sur nos serveurs et d'installer par-dessus directement le soft que nous allons développer. Et donc les outils les plus connus pour faire ça sont Puppet et Chef. Et donc du coup, dans la méthodologie DevOps, comme la définition l'a si bien dit, le plus important, c'est d'automatiser tout ce qui est automatisable. C'est-à-dire qu'on veut chercher à perdre le moins de temps possible. Le but, c'est d'aller vite, et c'est d'aller vite sans perdre en qualité, bien évidemment. Donc on va chercher à automatiser tous les tests, à automatiser les workflows, et à automatiser les infrastructures. Donc ce qui va ressortir à la fin, c'est une pipeline. Donc quand on va déployer du nouveau code, on va d'abord le tester. Donc si le test passe, on va pouvoir continuer.
Si le test fail, on ne continue pas, on ne rentre pas dans la pipeline. Donc si le test passe, on va traquer tous les changements de notre code sur GitHub par exemple. Ensuite, on va déployer ce code à l'aide d'outils comme Chef et Puppet sur nos serveurs. Donc le nouveau code va être installé sur le serveur. On va chercher à avoir un suivi de ce qui se passe sur le serveur. On va avoir des logs qui vont loguer toute la pipeline. Il faut vraiment garder une trace de tout ce qui se passe dans la pipeline. Et chaque fois qu'un code est déployé, on appelle ça une nouvelle relique ou un nouvel artefact. Et c'est très important de garder la trace de cette relique ou de cet artefact, car il y a des différences entre le code que vous créez au départ et le code qui est installé au final. Enfin, il y a des différences. Il peut y avoir des différences et c'est vraiment très important de garder la trace des deux. Donc les avantages du DevOps, c'est tout d'abord d'améliorer la fréquence de déploiement, d'accélérer la mise en place sur le marché. Vu qu'on déploie de plus petits bouts de code, l'application opérationnelle est mise en place plus rapidement sur le marché, même si elle est bien évidemment incomplète au début. Elle marche au début, elle a les fonctionnalités les plus basiques et elle est mise en place sur le marché dès le début. Ensuite, vous avez un taux d'échec plus faible pour une nouvelle version. Tout d'abord parce que vous déployez moins de code, donc vous avez moins de chances de vous tromper. Ensuite, parce que vous automatisez toute votre pipeline et que vous avez des tests pour diminuer ce taux d'échec. Ensuite, vous avez une réduction des délais entre corrections. Si vous déployez plus souvent, bien évidemment, les corrections arrivent plus rapidement. Et enfin, ça permet d'améliorer le temps moyen de récupération, car comme on garde la trace de toute la pipeline, si jamais il y a un moment où on doit récupérer une ancienne version, on l'aura très facilement et très rapidement. Donc maintenant, je vais vous présenter un peu ce qu'on selon test. Donc il existe différents types de tests. Donc les tests selon la propriété de l'objet et les tests selon la nature de l'objet. Donc nous, ce qu'on utilise le plus souvent, c'est les tests fonctionnels, les tests de performance, les tests unitaires, les tests d'intégration et les tests système. Les tests d'intrusion et les tests utilisateurs sont un peu moins courants. Et donc ces tests, donc, on va chercher à les automatiser. Donc pour notre exemple à nous, on va produire différents tests grâce à Selenium. Selenium, c'est un bot qui va réaliser des actions sur une page web comme le ferait un utilisateur normal, mais évidemment, c'est un bot qui le fait. Donc Selenium va tourner sur du Python, et on veut que les différents tests de Selenium soient remontés sur Jira à travers des tickets pour avoir une preuve d'exécution des tests. Donc c'est-à-dire que Selenium va faire ces différents tests, va dire s'ils sont passés ou ils sont ratés, et il va prendre un screenshot de ces tests pour pouvoir les récupérer sur Jira. Donc, on va se retrouver ici pour une vidéo pour montrer le test automatisé. Donc, on se retrouve sur ma console. Donc, je vais lancer les tests. Voilà. Donc là, on voit que le bot Selenium va se lancer. J'ai évidemment ralenti le bot pour qu'il fasse les différents tests. Donc là, il va tester les différents formulaires de ma page web. Il va voir si jamais je clique sur l'envoi de formulaire, si les informations du formulaire sont bien mises dans mon tableau récapitulatif en dessous. Donc là, le bot remplit automatiquement les différentes cases. Il va ensuite soumettre et il va aller vérifier que les éléments sont présents dans le tableau récapitulatif en dessous. Et il va prendre un screenshot de ce tableau récapitulatif, que le test soit bien fait, c'est-à-dire que le test passe ou que le test rate. Il prendra dans les deux cas le screenshot. Donc j'ai fait les tests pour mes 3 formulaires, et j'ai un dernier test pour voir si tous les éléments de ma page sont présents. Donc là, il va juste prendre un screen, et il va vérifier que mes éléments
Donc c'est-à-dire mes 3 formulaires et mon tableau est présent, soit présent, pardon. Donc là, on voit que on a run les 4 tests, qu'ils sont tous OK, donc il n'y a pas eu de test fail. Et donc si je vais sur Jira, on retrouve mes 4 tests que j'ai faits. Et donc si je clique sur l'un d'eux, donc je vais cliquer sur le formulaire de complainte. Donc là, c'est très important lorsque l'on fait des tests, des tickets de test sur Jira, de bien définir à quoi correspond le test. Donc il faut dire ce qu'on met dans le test, ce qu'on attend à la fin du test, et mettre un titre compréhensible. Et donc du coup, si je vais voir mes lancements de tests, que je regarde le dernier qui a été exécuté, je peux voir qu'il a eu un statut pass. Et si je vais voir le détail de ces tests, je peux voir déjà l'horaire du test, je vois mes preuves d'exécution à droite, donc c'est mes 2 captures d'écran que le bot a pris. Et évidemment, on peut aussi rajouter différents commentaires avec ce test. Je ne l'ai pas fait, j'ai juste mis succide pour ma part. Donc c'est vraiment très puissant cet outil parce qu'on voit que moi, je n'ai absolument eu rien besoin de faire. J'ai juste lancé mon test automatisé et il a tout fait à ma place. Il a remonté ces différents tests sur Jira avec différentes preuves, tout ça de manière automatique. Euh, hop, merci. Donc maintenant, nous allons passer à un exemple de projet. Donc mon projet, c'est une application web donc, qui va regrouper 3 formulaires. Donc un formulaire de prise en compte de complaintes, donc des complaintes clients, un formulaire de résolution de ces complaintes par l'équipe QA, par l'équipe qualité, et un formulaire de réponse au client. Donc une fois que le problème a été réglé, il faut bien répondre au client. Et donc du coup, cette application doit être disponible sur Internet par tout le monde. Donc du coup, le schéma de ma pipeline de cette application, je vais utiliser Atom, donc c'est l'outil que vous avez vu dans la vidéo précédente, pour éditer mon code. Ensuite, je vais commit et push mes changements du code dans Bitbucket, qui est un outil similaire à GitHub. Et je vais avoir une pipeline, qui est une pipeline AWS, où je vais avoir un déclencheur qui s'appelle code commit, qui va aller checker tous les changements dans le code qu'il trouve sur Bitbucket. Donc à chaque fois qu'il va avoir un changement, lui, il va se déclencher. Il va builder une machine. Donc dans ce build de machine, on va faire nos différents tests. Donc on va remonter nos tests sur Jira. Donc si les tests sont fail, on ne va pas déployer notre application. Et si les tests sont succèdent, on va déployer mon application. Et on va déployer mon application à l'aide d'Elastic Beanstalk, qui est un service sur AWS. Donc après, mon application va se retrouver disponible sur Internet. Excusez-moi, je bois un peu. Ouais, bois un verre d'eau, Adam. Donc, ce qui est important ici de comprendre, hein, c'est que cette chaîne-là, c'est un exemple. Il y a évidemment, il y a 1000 outils hein, pour faire du DevOps, mais vous allez retrouver de façon classique les différentes étapes. Après, elles peuvent être orchestrées avec d'autres outils que code commit, code build. On a essayé un peu de mélanger les outils ici, mais typiquement, les changements dans le code, donc ici, il a mis du Bitbucket, on a déjà parlé que ça pouvait être du GitHub, ça pouvait être du SVN, ça pouvait être du GitLab. Au niveau du code commit et du code build, donc les déclencheurs et les compilations de code et
jeux de test et tout plein d'autres choses. Et même, si vous le souhaitez ici d'ailleurs, le déploiement d'une infrastructure qui va après devenir l'hôte de votre application, ça peut être orchestré par d'autres outils, hein, typiquement Jenkins, TeamCity, Azure DevOps, même Bitbucket le fait aussi d'une certaine manière. Donc, ce qui va se passer ici, qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on va chercher à faire avant de faire des tests, en fait, c'est de déployer une machine virtuelle, typiquement un Docker, qui va représenter l'installation cible et sur laquelle, en fait, on va la déployer, la première fois, on va effectuer la compilation et un ensemble de tests qu'on va vouloir faire dessus, et puis ensuite on va la détruire. Donc ça, c'est une façon de faire qu'on retrouve très très souvent, qui permet en fait notamment en utilisant la puissance de la virtualisation de machines, de faire tourner des tests dans des environnements cibles, mais qu'on ne garde que de façon assez précaire, juste au moment du déploiement. Je te laisse continuer, tu as pu prendre un verre d'eau? Oui, tout à fait, j'ai retrouvé ma voix. Allez, super. Donc on va se retrouver maintenant pour une vidéo qui va prendre en compte cette pipeline dans un cas où mes tests vont être passés. Donc j'ai effectué quelques changements mineurs dans mon code et je vais à présent faire un commit. Donc toujours avec une description de commit qui doit être en raccord avec ce que vous faites. Donc là, vu que j'avais changé juste un tout petit commentaire pour la vidéo, j'ai mis une description assez basique. Donc ensuite, si je me retrouve, une fois que mon code a été push, si je vais voir ma pipeline, donc j'ai ma pipeline qui est sur AWS. Donc on voit qu'il y a eu mon déclencheur qui a trouvé un changement. Donc le changement, c'est le commit que je viens de faire. Je peux cliquer sur ce commit pour voir à quoi il correspond. Donc là, on se retrouve sur Bitbucket. Donc avec les différents changements qui ont été apportés. Donc ma pipeline va se réaliser. Donc j'ai mes 3 étapes qu'on va retrouver ici qui étaient sur le schéma d'avant. Donc j'ai mes étapes avec mon AWS Code Commit qui va être mon déclencheur, mon étape de build et mon étape de déploiement. Donc dans mon étape de build, je vais créer une machine virtuelle qui est la même qui va être utilisée lors de mon déploiement, dans lequel je vais mettre mon application, faire marcher mon application et faire les différents tests de mon application. Et si le build est success, donc dans la partie build, on a aussi la partie test, et si cette étape-là est réussie, je vais pouvoir déployer mon application. Donc on voit que ça prend un tout petit peu de temps. Donc je peux voir tout ce qui s'est passé à l'intérieur de cette étape build. Donc on peut retrouver les logs avec mes différents tests. Et vu que mes tests ont été réussis, mon application a été déployée. Donc là, mon application est disponible sur Internet. Elle marche bien, car les tests ont été réussis. Donc voilà, là, je remplis un formulaire pour bien montrer que ça marche bien, que c'est bien présent dans mon tableau. J'ai rempli le deuxième, bien évidemment. Et après, je crois qu'on va aller voir les différents tests et les preuves d'exécution sur Jira. Donc voilà, ça s'est bien ajouté à mon tableau en bas.
Donc mon application fonctionne bien, les 3 formulaires fonctionnent bien. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est que moi, ce que j'ai fait, j'ai juste push mon code sur mon répertoire Bitbucket. Je n'ai rien fait d'autre. Tout ceci s'est fait ensuite automatiquement. Donc, du coup, on voit bien que mon site marche bien. Et donc, si je vais sur Jira, j'ai mes tests qui ont été effectués. Donc, si je veux voir les derniers tests, il va avoir un statut pass. Je peux voir les détails de ces tests avec les épreuves d'exécution. Et donc là, je vais juste souligner le fait que le test a été réalisé à 15h36 et que dans mon étape de build et de test, j'ai bien réalisé cette étape à 15h36. Et donc on retrouve bien les preuves d'exécution de ce test. Avec le tableau récapitulatif qui a bien été rempli. Et donc du coup, maintenant on va passer à une vidéo où mon étape de testing va fail. Adam, une toute petite seconde. Oui. Donc, je voudrais juste insister ici sur l'intérêt et l'importance haute de bien gérer, d'avoir en tout cas dans des contextes GXP, dans des contextes dispositifs médicaux, des stratégies de test qui soient bien définies et que vos développeurs respectent. Alors, ici, ce qu'on a vu ici, c'est un exemple où on intègre dans les chaînes DevOps le test, mais on force aussi ces tests-là non seulement à être exécutés et à contrôler le go-no-go du déploiement des tests, du code qui a été modifié, d'accord. Donc, d'un côté, on contraint la pipeline au fait que ces tests doivent fonctionner, et s'ils ne fonctionnent pas comme attendu, alors on casse la pipeline et on ne déploie pas. Donc ça, c'est un premier élément. Et deuxièmement, comme on est dans un contexte régulé, l'ensemble de ces tests-là, on fait à la fois un log, enfin une génération de preuves, un log des preuves, et ce log des preuves-là, on le remonte dans un outil, type Jira, donc dans un outil en l'occurrence Agile, qui nous permet de bien suivre ce qui s'est passé et de générer au fur et à mesure de nos pipelines les preuves de test dont on se servira à la fin pour fabriquer nos documents de validation ou nos documents qualité. Donc ça, c'est très important d'avoir une vraie bonne stratégie de test qui soit bien définie. Et on peut penser aussi, si on se place du côté, par exemple, d'un responsable qualité qui n'a pas vocation, par exemple une société qui ne fait pas de développement, mais qui veut quand même qui consomme des outils en SaaS qui sont constamment poussés en nouvelle version, en nouvelle release par vos fournisseurs, et bien aussi mettre en place une stratégie de test automatisé. Ça vous permet de vous assurer du maintien en conditions opérationnelles et du maintien en conditions validées de votre système. Donc l'idée, c'est de dire écrire des tests automatisés, ça peut coûter cher dans un premier temps, parce que voilà, il faut les écrire, il faut demander à des développeurs de les écrire, il faut les vérifier, il faut savoir les remonter, etc. Mais dans un deuxième temps, vous allez vous assurer que vos systèmes sont maintenus correctement en état validé, et donc gagner beaucoup de temps et beaucoup de et donc
passer moins d'efforts aussi à revalider vos systèmes constamment. Donc ça, c'est vraiment très important et c'est des choses sur lesquelles nous, on travaille beaucoup. On aide nos clients à mettre en place des politiques de tests et de tests automatisés, même quand ils ne font pas du développement, mais qui consomment des outils SaaS qui doivent être validés. Je te laisse la main, la parole, Adam. D'accord. Alors, cette fois, on va se retrouver pour un commit où j'ai mis en ligne de commentaire ma fonction qui permet que mon deuxième formulaire marche plus bien. Donc, j'ai pas montré cette fois l'action du commit, mais on le retrouve ici. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma pipeline dans l'étape build and test a échoué, a fail. Donc, je peux retrouver encore une fois mes logs. Je peux voir pourquoi est-ce qu'elle a fail. Donc, on voit que j'ai eu un test qui a fail. C'est mon test de test create query response. Donc, c'est mon test qui va tester si le formulaire de QA marche bien. Donc, vu que j'ai enlevé la fonction qui permet de faire en sorte que ce formulaire marche bien, évidemment, il ne va plus marcher. Donc, vu que ce test a fail, on ne va pas aller plus loin dans ma pipeline. C'est-à-dire qu'on ne va pas déployer l'application. Et donc, du coup, là, dans les détails de la phase, on voit bien qu'il y a eu un échec. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que l'application qui est actuellement déployée, c'est encore l'application qu'on a commit dans les vidéos d'avant. C'est-à-dire que c'est l'application qui marche. Donc, ça permet vraiment d'avoir une sécurité quant au fait de déployer, de push votre nouveau code. C'est-à-dire que si votre application, si ça ne passe pas les tests, votre application ne va pas être déployée et vos clients vont encore voir l'application qui marche. Donc là, je vais retourner sur Jira, je pense, ou pas. Ah oui, je voulais vous montrer que le deuxième formulaire marche bien sur l'application déployée, pour montrer que c'est bien celle qui a été déployée dans le premier commit et pas celle que j'ai tenté de déployer avec ce deuxième commit. Là, j'écris une deuxième ligne. J'actualise pour avoir ma bonne complete number. Donc là, je remplis mon formulaire et je soumets mon formulaire. Et on voit bien que mon formulaire marche bien. Donc du coup, si je vais sur Jira et que je regarde mon ticket de test, si je vois les différents lancements de test, on va voir que le dernier a été fail. Et donc je vais retrouver mes preuves d'exécution comme quoi il a été fail. Donc voilà, donc là je vais avoir mes captures d'écran. On va voir que sur mes captures d'écran, dans le tableau en bas ici, on voit bien qu'il n'y a aucun élément de la partie Quality Assurance. Pourtant, j'ai cliqué sur le bouton avec le formulaire rempli. Et donc du coup, ma pipeline, vu qu'un des tests a été fail, n'a pas déployé les changements que je voulais apporter à mon application. Donc, une petite seconde, Adam. Je réponds à une question là qui m'a été posée sur comment on s'assure de, sur quelle version, etc., de l'application ont été effectués les tests. Donc, dans la stratégie ici qu'on propose, qui est évidemment pas la seule, hein, mais on a défini donc dans Jira un test. Donc, on a décrit le test tel qu'il est exécuté par l'outil automatisé. Donc ça, c'est une partie qui est purement manuelle. On dit, ben voilà ce que le test va faire. On peut même ajouter dans un premier temps
un premier niveau de validation qui consiste à dire on apporte les preuves que le test automatisé fait l'équivalent de ce que ferait un utilisateur si on lui avait décrit toutes les étapes, etc. Donc, on peut apporter ce premier niveau de preuve si nécessaire. Deuxièmement, une fois que ce test a été défini et donc finalement connecté à un petit bout de code qui va être responsable de son exécution automatique, on va faire en sorte de loguer toutes les exécutions de test. Donc un test, c'est pas juste un test, je dis qu'il est passé et j'arrête, parce que évidemment, on a des problématiques, surtout quand on fait du code, d'effets de bord. Donc les effets de bord, c'est j'ai testé une première fois une fonctionnalité, il n'y avait pas de problème, du coup j'ai clôturé ma story, donc mon élément de la description fonctionnelle de ce que je voulais faire. Mais le problème, c'est qu'une personne demain, après-demain, dans une semaine, va coder une autre fonctionnalité, que cette fonctionnalité, même s'il ne le sait pas, va avoir un impact, un effet de bord avec une fonctionnalité précédente. Et donc, du coup, la fonctionnalité précédente qui avait déjà été testée et dont la story avait été clôturée, elle a été cassée par le fait qu'on a rajouté cette deuxième fonctionnalité. Donc pour ça, ce qu'on fait évidemment, c'est qu'on réexécute, une fois que c'est automatisé, ça ne coûte rien de réexécuter 1000 fois nos tests. Donc on réexécute à chaque fois, à chaque nouveau commit, donc à chaque changement de code, même si c'est une fonctionnalité qui n'a rien à voir avec les fonctionnalités précédentes, on réexécute l'ensemble des tests. Et on log l'ensemble des exécutions de tests. Donc dans Jira, ce qui vous a montré, c'est que les tests et les exécutions de tests sont deux choses complètement différentes, hein. Et on va aussi remonter dans l'exécution de test à la fois le numéro du commit qui a été le déclencheur, d'accord? Donc, vu que vous avez, à chaque fois que vous faites un nouveau commit et que vous le poussez sur le répertoire central, il a un code unique et c'est ce code-là qui fait foi, d'accord? Voilà, c'est celui-là. Donc, on sait du coup que notre test a été réalisé par le fait qu'un nouveau état du code a été déclaré. Et donc, ça, c'est le numéro du commit. Et deuxièmement, ce qu'on peut faire qui n'a pas été fait là, parce que ça ne s'y prête pas forcément, mais ça pourrait d'ailleurs, c'est juste qu'on ne l'a pas fait, c'est qu'on peut aussi, dans les étapes de deploy, à chaque fois qu'on déploie, se donner une stratégie de versionning du deploy. Donc, c'est-à-dire que tous les artefacts qui vont être produits par ce déploiement, donc soit un code qui va être déployé, soit un bout de code qui va être compilé, ou ce que vous voulez, on lui donne une version. Et on peut récupérer aussi cette version-là dans le test. Comme ça, on sait tout, on sait de quel commit c'est parti. Donc ça, on peut retrouver sur notre répertoire central l'état exact du code. Et on sait de quelle version de l'artefact, sur quelle version d'artefact le code a été exécuté. Et donc, ça nous permet ici de boucler la boucle et de faire toute la traçabilité. Ensuite, il s'agira, c'est pas forcément l'objet ici, parce qu'on n'a qu'une heure et que c'est déjà très technique. Il s'agira aussi, dans l'outil dans lequel vous remontez vos tests, d'être capable de faire de la traçabilité entre les exécutions de tests, le test et les différentes fonctionnalités, par exemple des stories, ou des tâches ou des sous-tâches qui ont été mappées pour dire, par exemple, ce test-là couvre telle story, pour qu'on puisse se rendre compte que telle story qui avait été validée une première fois il y a 2 semaines, maintenant n'est plus couverte, puisque son test, par exemple, enfin l'exécution de test a été fail, et à ce moment-là, on va être obligé d'ouvrir un bug, etc. Donc, il y a aussi tout cet effet-là de traçabilité qui est très, très important pour maîtriser vos chaînes DevOps et pour pas se faire avoir par les effets de bord.
Ça fera peut-être l'objet d'un prochain webinaire parce que là, voilà, c'est pas l'objet du jour, mais finalement, ce dont on se rend compte, c'est que sur ces chaînes DevOps-là, elles sont très très puissantes, mais pour les mettre sous contrôle et pour s'assurer d'un niveau de qualité, d'un niveau de sécurité, on est obligé de réfléchir à tout un écosystème à la fois d'outils, de procédures, de pratiques et évidemment de rôles projets, hein, d'acteurs humains et de leurs responsabilités. On est obligé de définir proprement tout cet écosystème pour dire ah ben oui, la production de notre code, son déploiement, son test, etc., sont sous contrôle complet. Et donc du coup, on a confiance dans les logs qui sont générés, les preuves qui sont apportées, etc., pour construire notre dossier de validation, par exemple. Donc ça, c'est vraiment très important. Le DevOps, c'est avant tout un écosystème à mettre sous contrôle. Une fois qu'il est mis sous contrôle, après, ça va très vite. Tout le truc, c'est qu'il y a tout un travail amont à réaliser. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin là, de notre présentation. Donc, une cinquantaine de minutes qui ont été, je pense, très complètes, puis peut-être assez lourdes. Donc, au niveau de ce que nous proposons chez ADN, donc nous, on a une équipe, l'équipe dont je m'occupe, qui travaille sur tous ces aspects-là, donc les aspects agiles, les aspects DevOps, les aspects cloud aussi, hein. Donc, on a fait une série de webinars que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube qui essaye petit à petit de couvrir les différents socles technologiques, pratiques que l'on peut retrouver tout en ayant ce prisme de ADN qui est le prisme de la qualité, de la validation. Et donc, nous, en termes de prestations de conseils, on propose des prestations de cadrage pour des projets de migration cloud, pour les infrastructures, pour les applications, pour la mise sous contrôle, pour le déploiement de la conformité continue, des audits aussi, de la façon dont on peut vous aider à la fois à auditer vos fournisseurs cloud, mais vos fournisseurs de solutions web. Donc, encore une fois, l'idée ici de vous parler du DevOps, c'était aussi de vous montrer comment ces gens-là travaillent pour comprendre comment vous pouvez vous intégrer auprès d'eux dans la façon dont vous allez leur poser des questions, la façon dont vous allez les auditer de façon plus formelle, ou de la façon dont vous allez vous brancher sur leur chaîne DevOps ou sur leur chaîne de production pour maintenir vos solutions et vos outils en état validé. Ensuite, des stratégies de qualification d'infrastructure, pareil, parce qu'en fait, le DevOps, ça va pas sans le cloud. Donc, comment on fait pour qualifier les infrastructures cloud, les machines virtuelles, les bases de données, les accès, les audit trails, etc. Puis, des conseils en conformité continue. Donc, comment on va mettre en place une conformité continue sur nos infrastructures à nous. Donc, ça peut passer par l'intégration dans les chaînes DevOps de contrôle de la manière dont on déploie les différentes ressources, de la manière dont on les monitore au cours du temps, de la manière dont on applique des règles automatisées de patching. Donc, par exemple, vous avez une ressource qui doit respecter une règle, par exemple, je ne sais pas, elle doit encrypter les données. Bon, pour une raison ou pour une autre, quelqu'un l'a modifiée ou elle a été mal déployée, elle n'encrypte pas les données. Comment on fait pour faire un retour en état validé à partir de techniques automatiques aussi? Donc ça, c'est des choses qu'on propose. Et puis voilà, et puis du conseil autour du déploiement de vos chaînes DevOps. Donc comment on fait pour prendre une chaîne DevOps, la mettre sous contrôle, à quel endroit on met ses contrôles, avec quel type d'outils,
avec quel type de procédure, avec quel type de rôle projet aussi. Voilà, donc ça, c'est des choses sur lesquelles on peut vous conseiller. Et puis, un élément qui n'a pas été marqué ici, mais tout simplement, nous proposons aussi le fait de, voilà, on prend votre application ou une application d'un de vos fournisseurs et on déploie, enfin, on écrit d'abord, pardon, un ensemble de tests automatisés et on les intègre dans une chaîne pour pouvoir exécuter ces tests-là et maintenir votre système en état validé au cours du temps. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà fait sur des applications un peu complexes. On a fait plusieurs webinaires à ce sujet-là puisqu'on a développé un outil en interne qui permet de le faire et qui permet justement de consommer des outils SaaS à base d'API et de produire des tests qui peuvent être effectués de façon routinière et qui vous permet aussi de générer l'épreuve de test sous forme PDF avec des signatures électroniques et des choses comme ça. Donc voilà, on arrive au terme de ce webinaire. Je pense qu'il a été dense et j'espère qu'il vous a intéressé. En tout cas, moi, j'ai reçu plein de questions dans le chatter, donc merci à tous ceux qui ont posé des questions et voilà, ça nous encourage aussi à continuer. Si vous souhaitez nous contacter, ben, vous avez nos adresses ici voilà, qui sont affichées. Et puis, merci encore d'avoir participé. Notre prochain webinaire, alors, j'aurais pu faire un petit peu de teasing sur le prochain webinaire. Le prochain webinaire, ce sera un webinaire sur justement sur le management des exigences avec des outils agiles tels que Jira et Confluence et un outil de gestion des exigences qui s'appelle Rectify. Ce webinaire aura lieu le mardi 15 décembre à 10 h. Donc, si vous n'avez pas reçu d'invitation et que vous souhaitez y participer, je vous invite à nous envoyer un petit mail. Donc, le nom de ce webinaire, ça sera l'ingénierie des exigences collaboratives pour le développement des dispositifs médicaux. Et il sera du coup présenté par notre équipe ingénierie système, François Grisard et son équipe. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci d'être resté jusqu'au bout. Ça fait plaisir de voir que tout le monde est encore là. Et puis, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.